Chers amis, chers camarades, d'abord, je voudrais remercier les orateurs précédents qui ont tous dit, toutes et tous, que ce congrès doit être un congrès utile, pas un moment artificiel de posture. C'est un congrès de débat. C'est un congrès qui doit servir les Françaises et les Français parce que les Françaises et les Français nous regardent et nous attendent depuis trop longtemps. Gravité, clarté et unité. Voilà ce dont nous sommes venus vous parler ce soir. Gravité, cela a été rappelé. Nous ne sommes pas dans un moment anodin. Et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle notre congrès ne peut pas être un congrès anodin. Les temps telluriques, la guerre en Europe, l'asservissement de la nature et l'avilissement de l'homme, dont l'argent, vous connaissez la formule, corrompt jusqu'à la conscience. Les migrants, femmes et hommes, que nous laissons mourir à nos portes. Les inégalités, les discriminations, tous ces enjeux internationaux sont face à nous et sont surtout dans le quotidien des Françaises et des Français. Cette situation de gravité existe à l'échelle internationale, mais elle existe aussi et surtout à l'échelle nationale. On est dans un moment absolument inédit de bouleversement sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan démocratique. Et qui sont ceux qui en souffrent? C'est les Françaises et les Français. Quand vous avez le prix d'un kilo de pâtes qui dépasse l'euro, le prix d'un litre d'huile de tournesol qui dépasse les 5 €, quand la question n'est pas est-ce qu'on va se chauffer à 19 ou à 18 degrés, mais plutôt est-ce qu'on va allumer le chauffage, quand vous avez de plus en plus de familles qui ne se posent pas la question de comment on va boucler les fins de mois, mais comment est-ce qu'on va commencer notre mois, c'est l'inflation, c'est la guerre aux portes de l'Europe, et c'est des conséquences absolument dramatiques qui sont terrés partout à l'échelle de notre territoire. Et c'est l'extrême droite qui se tient en guet-apens. C'est l'extrême droite qui va agiter les peurs, qui va jouer la carte populiste, qui va venir agiter tout ce que les gens appréhendent dans leur quotidien. Et cette extrême droite, elle est aux portes du pouvoir depuis maintenant déjà trop longtemps. Moi, j'ai été stupéfaite. J'ai eu énormément de personnes, notamment des jeunes, qui m'ont dit « mais à quoi ça sert d'aller voter ?» À chaque élection présidentielle, on me demande de voter contre l'extrême droite et non pas pour un projet dont j'aurais envie ou qui me fait rêver. Cette inflation, cette situation de l'extrême droite, elle trouve face à elle une situation, là aussi, absolument inédite, où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et où le gouvernement aurait pu faire le choix de composer, de proposer des solutions qui permettent de répondre à ces problématiques du quotidien qui concernent aujourd'hui des millions de Françaises et de Français. Et face à cela, qu'est-ce qu'il nous propose? La suppression de l'ISF, la suppression de plus en plus de taxes, d'impôts qui permettent de venir nourrir, financer les services publics, le recul des services publics, l'attrition totale de l'hôpital public. Aujourd'hui, quand on est parent d'enfants en bas âge, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si mon enfant va mal, je dois l'amener au service d'urgence pédiatrique? Est-ce que c'est ça le modèle de société dont on a envie? Dans l'éducation nationale, on nous explique qu'en fait, on va baisser le niveau de qualification des enseignants plutôt que de massifier, de parler de l'augmentation des salaires et de répondre de façon concrète aux problématiques des Françaises et des Français. Ce moment de gravité, il nous oblige et il doit emporter un certain nombre de conséquences quant aux modalités, au fonctionnement, au débat de notre congrès de Marseille. Je dis débat, je ne dis pas pugilat. Et puis, après tout, chacun a rappelé les grands auteurs, Marx, Lénine, Engels. Je rappellerai François Mitterrand et Michel Rocard. Je rappellerai Lionel Jospin, Laurent Fabius. N'y avait-il pas quelques tensions à l'époque? N'y avait-il pas quelques débats? Oui, du débat. Oui, parfois, des enjeux de pouvoir, pour faire de langue de bois. Mais toujours, cette haute exigence de l'unité dans la clarté. Et c'est de la clarté dont nous voudrions maintenant vous parler. Parce que, reconnaissons-le, là encore, sans se cacher derrière notre petit doigt, les Français nous disent quoi? Ils nous disent « Nous sommes orphelins. Nous attendons une parole socialiste, claire
Et nous ne l'entendons plus depuis trop longtemps. Nous ne l'entendons plus depuis trop longtemps. Parce que, eh bien, il y a trop de flou. Et là encore, vous connaissez la formule. Oh, il y aurait trop d'exemples. Mais prenons-en quelques-uns, qui d'ailleurs ont été déjà, pour certains, évoqués. Parlons de l'Europe. C'est important, l'Europe, ça a été dit. L'Europe, c'est bien de la vouloir. C'est mieux de la faire dans les actes et dans les actes clairs. Est-ce que oui ou non, nous voulons l'Europe de la défense? La piétiner, la détruire, en sortir ou la consolider? Est-ce que nous voulons, oui ou non, plus d'intégration européenne? Ou est-ce qu'au contraire, demain, nous accepterions de faire campagne, je le dis sans animosité, mais disons les choses, avec des formations politiques qui refusent de mettre jusqu'au drapeau européen dans leur salle? Il ne s'agit pas d'être un béni oui-oui. Certains ont voté oui, certains ont voté non. Mais on peut tout à fait être alter-européen en ayant conscience que la formule de Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, elle est toujours d'actualité. Et que nous ne devons pas avoir l'Europe honteuse, mais l'Europe claire. L'Europe claire, cela veut dire dès maintenant avec qui nous irons demain et ce que nous porterons pour réorienter les politiques européennes. Un deuxième sujet qui nous semblait important d'évoquer avec vous ce soir, c'est celui du féminisme. Il a été abordé assez brillamment, je dois dire, tout à l'heure, et c'est une chance que nous avons aujourd'hui de considérer que cette question, désormais, elle transcende notre organisation politique. Et moi, sur ce sujet, je suis en colère. Je suis en colère parce que trop de femmes meurent encore sous les coups de leurs conjoints. Je suis en colère parce qu'aujourd'hui, on nous explique encore qu'il faudrait qu'on élève nos filles à ne pas attirer les garçons. Mais attendez, élevez vos garçons à ne pas être des prédateurs, à ne pas être des violeurs, à ne pas être des agresseurs. Aujourd'hui, les familles monoparentales, en très grande majorité, sont encore des femmes. Et ce sont, dans 2/3 des cas, des femmes qui sont sur des revenus qui sont extrêmement modestes. La question de l'augmentation des salaires, la question de l'éducation non genrée, la question de la sensibilisation à tout un chacun, aux formations, même en interne de notre parti, à la question des violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, on se rejoint tous dessus. La question de la représentation des femmes et des places qu'on leur octroie aussi en politique, elle est extrêmement importante. C'est nous qui avons porté le combat pour l'allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. C'est grâce au combat de Laurence Rossignol au Sénat, c'est grâce au combat des socialistes qui ont su à chaque moment avancer sur ces questions-là qui sont celles relatives au féminisme. Nous sommes le parti Lionel Jospin, nous sommes le parti qui a inscrit la parité dans le marbre de la loi. Mais nous sommes aussi le parti, disons-le sans emphase, parce que désormais, il va falloir aller jusqu'au bout de tout ce que nous allons nous dire sur ce sujet-là. Nous sommes aussi le parti qui, aux dernières élections législatives, avons entériné un net recul sur la question de la représentation de la place des femmes en politique. Nous sommes passés d'un groupe à l'Assemblée nationale avec 50% de femmes à près de 30%. Est-ce que nous l'acceptons? Non, clairement pas. Donc laissez-nous vous dire aujourd'hui que nous sommes aussi une génération qui désormais ne se laissera plus faire. Nous n'attendrons plus que vous nous donniez la parité, on va la prendre. Et on va la prendre avec des mesures concrètes. Et ces mesures concrètes, c'est aussi d'instaurer des binômes paritaires à la tête de toutes nos fédérations, de toutes nos sections et à la tête du Parti socialiste. C'est exiger la parité réelle partout, à la fois dans les élections locales, mais aussi dans les élections nationales. Pourquoi Europe Écologie Les Verts réussit à le faire et pas nous? Est-ce que c'est nous qui manquons d'ambition ou est-ce que c'est nos méthodes aujourd'hui qui ne nous permettent plus de le faire? Sur ce sujet-là, il est plus qu'urgent d'avancer et je me réjouis de voir que c'est un sujet qui désormais est partie prenante entière de notre famille politique. La clarté sur l'Europe, la clarté sur le féminisme dans les actes et jusqu'à la direction de notre famille politique. Parce que cela a été dit par Johanna tout à l'heure. Il y a l'amour et puis il y a les preuves d'amour. Et puis, pourquoi ne pas l'aborder? Ce serait malhonnête. Il y a la clarté dans notre rapport à la gauche et à la NUPS, qui n'est pas toute la gauche. D'abord, on va écarter les faux débats et les caricatures, le rassemblement de la gauche. Mais nous le portons, camarades, amis qui nous suivaient, depuis si longtemps et dans tant de territoires, avec toutes les forces progressistes de la gauche, humanistes, en fonction des réalités territoriales, bien entendu. Nous n'avons pas attendu je ne sais quel accord électoral pour le faire,
Et ce rassemblement, bien souvent, nous avons été ses artisans pour plusieurs. Ce rassemblement, c'est notre talisman et il n'est pas question de s'en séparer. Écartons un autre faux débat. Ce congrès, ce n'est pas la question pour ou contre la NUPES. On ne va pas refaire le match. La NUPES, c'est un accord électoral, ça a été dit. C'est le terme qu'a employé, par exemple, Johanna Rolland. Dans des circonstances électorales. Avec des avantages, des inconvénients, chacun les connaît. La vraie question qui nous est posée ce soir et demain à Marseille, et sur laquelle, là encore, il faut de la clarté, c'est la suivante. Chers amis, pensons-nous en conscience que cet accord électoral constitue une stratégie gagnante, c'est-à-dire susceptible d'emporter le cœur et les convictions d'une majorité de Françaises et de Français sur le long terme? Regardons les faits avant de nous inscrire dans les croyances ou les religions. Nous sommes un parti laïque. D'abord, est-ce que nous avons gagné? Désolé, mais il ne s'agit pas ni de faire une chasse à l'homme, ni de faire une chasse à l'éléphant. Nous avons perdu. Ensuite, est-ce que cet accord, aujourd'hui, nous permet d'avancer sereinement dans les dérives, dans les populismes? Reconnaissons-le, les Françaises et les Français d'ailleurs nous le disent, et ils nous critiquent là-dessus. Nous sommes trop régulièrement, trop fréquemment, sur la défensive. Et puis, que voudrait dire cet accord demain? Que nous devrions reconduire, oui, un groupe important de 31 parlementaires, de 31 députés, parce qu'il n'y a pas de NUPES au Sénat. Et donc, parce que les deux vont ensemble, assumer que nous serions effacés, oubliés, malgré le travail de nos militants depuis tant d'années, dans plus de 500 circonscriptions sur 577, c'est cela que nous voudrions demain? Et puis, allons un tout petit peu plus loin. Il y aura d'autres élections, des élections locales, des élections sénatoriales. Sur les élections locales, pensons-nous là encore en conscience que cet accord n'aurait pas quelques conséquences et que nous pourrions, si nous n'y prenions pas garde, perdre des villes, des territoires si âprement gagnés? Alors, il ne faut pas regarder le passé, mais regarder l'avenir. L'avenir, il passe par une chose simple. Nous devons redevenir le centre de gravité de la gauche. Nous devons retrouver une force nouvelle qui dépasse un accord électoral de 2022 et qui est capable, demain, de remporter l'adhésion, non pas d'une minorité. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, sur les trois blocs, le bloc de gauche, le bloc macroniste, pour le dire vite, le bloc d'extrême droite, le bloc le plus fragile aujourd'hui, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Le bloc le plus en progression, c'est infamant, c'est désolant, c'est consternant, c'est inacceptable. Mais, en Italie comme en France, c'est le bloc de l'extrême droite. À nous de dépasser cela. Et pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle voie, d'une voie centrale, d'une voie qui rassemble dans la clarté. Parce que sans clarté, il n'y a pas de rassemblement gagnant. Et cela nous amène à la question de l'unité et de comment est-ce qu'on a envie d'aborder cette unité. L'unité, c'est d'abord celle des socialistes. Comment est-ce que nous créons les conditions pour redevenir un parti de masse? Comment est-ce que nous créons les conditions pour redynamiser, revitaliser nos territoires? J'ai échangé avec un grand nombre d'entre vous ces derniers temps, ces dernières semaines. Beaucoup de territoires font part de leur sentiment d'être désemparés, de ne pas savoir comment est-ce que reconquérir le cœur des Français, comment est-ce qu'on redevient une force militante, et qui me disent leur nostalgie aussi d'un temps où il y avait des conventions nationales, où il y avait un travail de fond qui était ouvert sur la société, ouvert sur les autres. Et c'est ce travail-là
que nous vous proposons aussi de retrouver. C'est retrouver les conditions de la collégialité partout dans nos territoires, via des états généraux de la gauche, qui nous permettent de retravailler en lien avec la société civile, en lien avec les forces vives de la nation, en lien avec les Françaises et les Français, pour retravailler ensemble un travail collectif, un projet, collectif qui nous permette demain de regagner notre électorat et de regagner des élections, puisque c'est ça notre ambition. Sur cette question du militantisme, nous devons aussi nous poser la question de comment est-ce qu'on a envie de militer demain? Remiliter demain avec tout un ensemble de Françaises et de Français, et en considérant qu'on réouvre les portes, les fenêtres, et qu'on invite tout le monde à revenir travailler avec nous, à revenir réfléchir, et non pas à partir, parce que nous estimons que le rassemblement, c'est d'abord celui des socialistes. Une direction d'un parti comme le Parti socialiste ne devrait jamais dire « partez ». Elle devrait toujours dire « venez, on vous accueille et on va travailler ensemble ». Chers amis, chers camarades, pourquoi je dis ça? Parce que pour notre part, nous ne dirons jamais qu'il y aurait des gauches irréconciliables. Parce que nous avons une communauté de valeurs et de destin. Mais que pour se rassembler, encore une fois, il faut être clair sur ce qu'on est et fier de ce que l'on porte. Alors, regardez la société civile. Là encore, disons-le sans animosité, et chacun pourra en prendre sa part de responsabilité. Elle nous a pour une large part fui, déserté, mari de voir, consterné, que nous ne travaillons pas assez avec elle. Nous avons lancé, c'est modeste, des webinaires avec des gens modestes, le secrétaire général de la CGT, avec des philosophes, avec des présidents d'associations étudiantes. Beaucoup le font déjà, et ça n'est pas une révolution. Dans les territoires, nous avons des forces incroyables, des talents, dans les villes, au Parlement, dans les régions, cela a été dit tout à l'heure. Pourquoi, en 5 ans, ne sommes-nous pas arrivés à faire l'amalgame, à faire que le tout soit plus fort et plus attractif et plus convaincant que la somme des partis? Alors, et ce sera notre conclusion, chers amis, chers camarades, la gravité du moment, elle nous oblige. Le débat, il doit être sur le fond, pour clarifier les enjeux, parce que nous ne reconquérerons pas les cœurs sans la clarté de ce que nous sommes pour aujourd'hui et pour demain. La gauche qu'on aime, c'est la gauche qui a su se rassembler tout entière, pas pour quelques postes ou pour sauver des meubles, mais pour changer la vie et le quotidien de nos concitoyens, avec toujours au cœur le sens de l'intérêt général. La gauche qu'on aime, c'est Pierre Mauroy en 81. La gauche qu'on aime, c'est Martine Aubry, c'est Lionel Jospin en 97. La gauche qu'on aime, c'est la gauche populaire, jamais populiste. La gauche qu'on aime, c'est la gauche qui sait incarner dans ce rassemblement de toutes ses forces, et bien au-delà de nos familles politiques, l'espérance. La gauche qu'on aime, c'est celle des refondations, que tous et toutes ici ensemble, sans exclusive, mais avec espoir, nous vous proposons de réinventer pour demain.